Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, au sommaire, aujourd'hui dans Bien dans son job, démocratiser le versement des salaires. C'est possible pour améliorer le bien-être financier des salariés. On en parle avec Yann Le Floch, il est cofondateur et CEO de Stairwedge, il est notre invité. Smart Philo, le retour de la force au bureau. On en parlera avec Jean Mathy, qui est philosophe et consultant associé chez Noetic Biz. Et puis le cercle RH, on parlera des hauts potentiels. Est-ce que ce sont des surdoués? Comment on peut les détecter? Et puis qu'apporte-t-il à l'entreprise? On répondra à toutes ces questions avec nos invités dans quelques instants dans le débat de Smart Job. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, pénurie de talent, bah oui, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Les entreprises innovent, on en parlera avec Guillaume Dupont, fondateur du cabinet de management de transition Louis Dupont. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, c'est aussi peut-être être bien dans son confort financier et de ne pas compter ses sous à la fin du mois ou de regarder les découverts et les agios qui tombent. On en parle avec Yann Le Floch. Bonjour Yann. Bonjour Arnaud. Cofondateur et CEO de Stairwedge. Alors c'est intéressant parce que vous l'avez lancé quand cette entreprise? En janvier 2020. Alors autant dire qu'au niveau du momentum, on n'était pas spécialement dans les meilleures conditions. Janvier, on commence à construire le produit, donc la solution avec mon associé. Et en mars 2020, on se retrouve tous confinés à la maison, donc on s'est posé pas mal de questions. Ouais. Ça, quand même, pour un entrepreneur, parce que vous venez du monde de la finance, faut le préciser, c'est un univers que vous connaissez bien. Quand on lance sa boîte et qu'on est assis sur le canapé sans être sûr qu'elle va pouvoir vraiment sortir de terre, ça crée des angoisses quand même. Très honnêtement, on s'est posé toutes les questions du monde, je pense, en mars 2020 avec mon associé, où on a découvert le télétravail, on a découvert en fait beaucoup de choses, et on s'est posé la question, est-ce qu'on continue ou pas? Et on a persévéré, et force est de constater qu'aujourd'hui, on s'inscrit complètement en fait, dans la nouvelle organisation du travail. Alors, vous parlez d'un salaire à la demande, on va rentrer dans le concept, parce que ce qui est vraiment intéressant dans votre boîte, c'est que c'est de la tech, parce que c'est quand même un service tech, on l'a compris, mais il y a derrière une philosophie. Ouais. Comment c'est né tout ça? Qui vous en a parlé? Quel constat vous avez fait pour vous dire, parfois il manque 200, 100 euros à la fin du mois? Ouais. Alors, juste pour expliquer, effectivement, au tout départ, je viens de la finance, mais ensuite j'étais entrepreneur en fait, dans le luxe d'occasion, dans quelque chose de complètement différent et qui était en fait sur une consommation durable, une consommation éco-responsable quelque part. Et j'avais envie de me diriger en fait vers le service et vers l'humain. Et c'est à force de discuter et d'échanger avec des DRH et des personnes de l'entreprise que j'ai découvert finalement qu'il y avait un trou dans la raquette au niveau de la gestion des imprévus en fait, pour les salariés. Et en fait, il y a 3 solutions. En fait. Avant Stairwedge, il y a uniquement 3 solutions. La première solution pour faire face à ces imprévus financiers, c'est demander de l'argent à de la famille ou à ses amis, et ça c'est plutôt gênant. La deuxième solution, c'est d'être à découvert bancaire, et ça coûte cher. C'est 7 milliards d'euros d'agio et de frais bancaires qui sont versés aux banques tous les ans. Donc comme j'ai pour habitude de dire, j'ai rien contre les banques, en revanche, je préférerais que ces 7 milliards soient reversés dans le circuit économique. Et puis la troisième solution, c'est ce vieux système qui existe depuis près de 50 ans, qui est l'acompte sur salaire, et c'est là-dessus en fait, qu'on a commencé à se concentrer et à digitaliser en fait ce vieux système. Un ou deux chiffres, 57% donc des Français qui sont dans le rouge, c'est l'expression qu'on utilise, dépassent leur découvert autorisé au moins une fois par an. Donc évidemment, ce sont des chiffres que vous devez avoir. Et puis alors là, autre chiffre qui est très intéressant, parce que oui, juridiquement, il est possible de le faire, mais il y a 52% des salariés qui ne connaissent pas l'acompte sur salaire. C'est-à-dire qu'en un mot, ils ne savent même pas que le dispositif existe. Et j'imagine par ailleurs que l'entreprise ne fait pas une grosse publicité sur l'acompte. Et je vais même aller plus loin. Les 48 autres pourcents restants, dont je faisais partie, font un mixte entre l'acompte et l'avance sur salaire, alors que ce sont 2 notions complètement en fait, différentes au niveau de la gestion juridique et de la gestion financière. Vous, la réflexion que vous menez, alors elle est sur un diagnostic, de vous dire il y a un certain nombre de millions de Français qui en fin de mois se retrouvent à payer des agios et en fait assez peu vont demander un acompte ou une avance sur salaire, mais en fait on fait un peu de cavalerie en faisant ça, donc on décale tout le temps. Vous vous êtes dit il faut que je mixe un outil qui permettent une gestion souple, là pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise, parce que c'est un peu une galère pour l'entreprise. Moi, avant toute chose, la mission qu'on s'est donnée au lancement de Stairwedge, c'était, comme vous le disiez très justement au début de l'émission, c'est d'améliorer le bien-être financier des salariés. Et plus simplement, de leur apporter une vraie souplesse financière.
Aujourd'hui, je pense qu'avec tous les événements qu'on est en train de subir, c'est-à-dire inflation, c'est-à-dire une croissance qui commence un peu à stagner, un pouvoir d'achat, tout le monde parle de pouvoir d'achat, il y a une petite poche de 7 milliards d'euros qu'on va pouvoir aller chercher. Et on a construit en fait la solution, et on va détailler un peu la solution autour de quoi elle est faite, mais on a construit cette solution avec pour mission d'améliorer le bien-être financier des salariés. On va rentrer dans cette application et dans ce dispo. 73% disent-ils, ça c'est une source, Stairwedge, c'est votre source, seraient plus à l'aise de demander un acompte sur salaire par une application plutôt qu'à leur employeur. On devine pourquoi, parce qu'il faut pousser la porte, on est un peu gêné, alors que là, il y a un côté, on est devant son téléphone et on gère comme on veut. C'est ça aussi que permet Stairwedge. On est moins gêné, on est plus à l'aise, et puis on n'est pas obligé de se justifier, parce que très souvent, ça oblige à se justifier. Ouais. On avait fait, donc, comme vous le dites très justement, une enquête d'opinion avec OpinionWay, il y a quelques mois, où on a découvert qu'effectivement 73% en fait, des salariés français préféreraient en fait demander un acompte via un outil simple et sur lequel ils sont complètement autonomes. Mais attendez, ce chiffre monte à 80% sur les tranches 25-34 ans. Donc c'est vraiment un vrai plébiscite de la part en fait des jeunes salariés. Et effectivement, ça leur apporte de l'autonomie, de la flexibilité en fait pour mieux gérer leur salaire, de la confidentialité, de la confidentialité effectivement, et surtout ce mot autonome, c'est quelque chose aussi d'important parce qu'ils n'ont plus besoin d'aller demander en direct à leur M+1 ou à leur DRH. Concrètement, cette tech, elle s'implémente sur un service qui va être distribué par les RH. Comment on en fait la publicité? Comment ça marche très concrètement? Alors, je vais peut-être, effectivement, vous présenter un peu l'outil, la solution. Faites-moi un pitch, il vous reste 5 minutes. Le pitch, c'est votre pitch à vous. Alors, on va le faire très rapidement. En fait, on a créé une application sur laquelle, qui est dédiée aux salariés, qui est disponible sur iOS, sur Android et sur web aussi, et qui va permettre aux salariés de suivre l'évolution quotidienne de leur salaire et surtout, en 2 clics, de se verser le montant dont ils ont besoin, donc un montant disponible. Fixé par l'entreprise, rassurez-moi. Il ne va pas se verser son salaire. L'objectif, c'est de donner de l'autonomie, mais aussi de protéger finalement les salariés. Donc on n'ira pas plus haut que 50% du salaire et notre limite maximum. En revanche, là où on est dans un cadre très strict, où finalement, en fait, d'habitude dans les entreprises, on travaille du promo 14, et puis parfois on peut demander en fait via un intranet ou par mail ou par un post-it demander en fait un acompte sur salaire qui sera 50% du salaire. Et bien nous, vous avez la possibilité de demander uniquement ce dont vous avez besoin. 3 000 euros au premier du mois. Je suis en galère. Je peux, grâce à l'appli, pouvoir me verser 1 500 euros en plus. Alors, ça fait un trou au bout quand même. Imaginons vous gagnez 1 000 euros net par mois. Dès J+2, vous allez pouvoir, en fait, vous allez voir votre salaire se construire et vous allez pouvoir demander en fait 20 euros ou 50 euros en fonction du montant que vous avez gagné et en fonction de besoins que vous avez au moment T. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous redonne en fait de la flexibilité et de l'autonomie. Très concrètement, ça veut dire que malgré tout, si je vais au maximum du plafond à 50%, en bout de chaîne, à un moment donné, je les aurai pas. On est d'accord. En bout de chaîne, ils sont déduits en fait de votre salaire à la fin du mois, mais ça vous permet en fait de lisser vos dépenses et d'éviter en fait de devoir payer des agios ou des frais bancaires inutiles. Les frais de rejet. Les frais de rejet, absolument, parce que ça peut bloquer évidemment l'ensemble des moyens de paiement, chéquier, carte bleue et j'en passe. Et ça coûte très cher. C'est aussi l'occasion, quand on veut faire un achat, peut-être d'éviter de lancer un crédit à la conso. Nous, on a comment il est vendu par les RH? Alors nous, on n'a pas. En fait, on est là pour améliorer en fait la qualité de vie au travail. Donc, on n'est pas là pour pousser à l'achat, à la consommation. C'est véritablement en fait une soupape qui est là, qui est disponible en fait pour le salarié et sur lequel il va pouvoir en fait s'appuyer quand il a un imprévu, quand il a un coup dur financier. Là, vous êtes plus qu'en développement, puisqu'on a compris que le canapé était passé. Maintenant, vous êtes bien dans vos bureaux et dans vos locaux et vous avancez. Vous avez déjà des premiers tours de clients Qu'est-ce qu'ils vous disent Alors, avant de rentrer dans les clients, j'aimerais juste terminer en fait le pitch. Donc, la première partie, c'est vraiment... vous étiez encore dans le pitch, je suis encore dans le pitch. Vous me faites peur. Mais attendez, donc sur la première partie, c'est l'application qui est dédiée aux salariés. De l'autre côté, on a développé en fait une interface qui va permettre aux DRH, aux gestionnaires de paye, de gérer, analyser et puis paramétrer en fait la solution comme bon leur semble, parce que c'est bien l'entreprise qui va déterminer, le DRH qui va déterminer en fait le nombre d'acomptes disponibles, le pourcentage
maximum disponible, etc., etc. Donc il y a une granularité, une finesse en fait pour paramétrer l'outil. L'entreprise a la main quand même sur l'outil. Elle a la main. Et pourquoi elle a la main? Parce que c'est l'entreprise qui paye une licence pour l'ensemble en fait des salariés, une licence mensuelle. Et donc il y a un point qui est très très important. Donc tout le monde l'a. Tout le monde l'a. L'entreprise l'offre à tout le monde. Et en revanche, c'est complètement gratuit pour le salarié. D'accord. Ça, c'est très très important. La gestion comptable, excusez-moi, d'un point de vue pratique, l'entreprise... Très simple, parce qu'en fait, on est connecté sur les logiciels de paye. D'accord. Donc, on récupère les informations relatives aux salariés, et de l'autre côté, on envoie... Ça baisse automatiquement dès lors qu'on fait le transfert. Et de toute façon, d'un niveau légal, c'est affiché sur le bulletin de paye. Ça, c'est la première partie de Starway. Première partie, il vous reste 1 minute 30, attention. On y va vite. La deuxième partie, c'est une partie qui est plus financière et où il n'y a aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise, dans le sens où c'est Stairwage qui paye directement en fait, les acomptes. Et c'est remboursé par l'entreprise en fin de mois ou en début de mois au moment de la paye. Et la troisième partie, qui est plus autour de la pédagogie et de l'accompagnement, pour accompagner les salariés à mieux gérer leur budget et toujours être au-dessus de 0 à la fin du mois. Ça veut dire quoi? Que sur l'appli, vous avez aussi des petites vignettes, des vidéos, des choses qui vous donnent des conseils pratiques? Comment vous faites là? On est capable de donner en fait, des conseils personnalisés pour leur éviter, en fait, les prévenir quand ils sont proches de 0 ou les accompagner en fait, dans des moments un peu plus compliqués. Et un juste dernier mot pour ceux, parce que vous avez accès par ces applis, évidemment, il y a une confidentialité, mais vous voyez bien ceux qui dépensent trop, qui pètent les plombs. Enfin, je veux dire, il y a quoi? Il y a un warning, il y a un rouge, ça passe par les RH. Alors, attention, celui-là, il claque tout au jeu, quoi. Non, alors nous, on est plus en mode accompagnement. Donc, on a noué un partenariat avec Crésus et sur lequel on est capable en fait, d'accompagner les salariés. Association qui accompagne. Exactement. C'est la plus grande association en France en fait, et qui est capable d'accompagner les salariés qui sont dans des situations de fragilité financière. Donc, il y a un warning quand même. Hein. Il peut y avoir un warning et on peut détecter éventuellement un warning. Et de l'autre côté, il peut aussi y avoir l'inverse, c'est-à-dire que le salarié vient vers nous en nous disant j'ai un problème. Donc voilà. Il vient vers vous? Il peut potentiellement venir vers son DRH et puis lui dire attention j'ai un problème et le DRH peut le rediriger vers nous et via Crésus. C'est pas anodin hein, quand même de suivre la vie financière d'un salarié. Alors on ne suit pas et on ne surveille pas, mais en revanche le salarié peut venir aussi en fait directement vider son sac et peut-être raconter ses problèmes. Exactement. Merci Yann Le Floch. Vous avez tenu les délais à quelques secondes près de ce pitch de cette entreprise née il y a 1 an et demi maintenant. Absolument. Merci d'être venu nous rendre visite, cofondateur et CEO de Stairwage. Améliorer la qualité de vie financière des salariés. C'est ça l'outil. Merci. Et on passe à notre rubrique philo. C'est important de faire un peu de philo et c'est Smart Philo avec Jean Maty. Smart Philo, notre rubrique hebdomadaire avec Jean Maty. Bonjour Jean. Bonjour Arnaud. Philosophe consultant associé chez Noétique Biz. Et on va parler, alors aujourd'hui, je vais essayer de mettre le ton dans ce titre. Le retour de la force, 3 petits points, au bureau. Concrètement, entre le télétravail, entre les salariés qui sont partis, vous aimez bien les mots, vous vous aimez bien les décortiquer. Avant de rentrer dans les concepts, de la façon dont on peut accueillir les collaborateurs dans ces nouveaux espaces, la définition du mot bureau, c'est quoi déjà à l'origine? Alors effectivement, nous les amoureux des mots, le bureau c'est quoi? C'est 2 choses essentiellement. C'est le bureau comme office et office religieux. Donc il y aurait l'idée d'une communauté en fait, d'appartenance et de croyance en des mêmes choses. C'est la définition même de la communauté, ça, d'avoir une communauté d'affect et de croyance. Et puis de l'autre côté, si on regarde plutôt de notre côté Frenchy, très 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 français, là on va tomber sur l'origine d'une espèce de tapis qu'on mettait en fait sur de grandes tables où on faisait la monnaie en fait. Et donc ça renvoie plutôt à la société et à l'ordre. D'un côté, on a l'ordre à la société, et de l'autre, on a la communauté religieuse. Voilà, donc un petit peu. Si on regarde un peu ça nous dit des contradictions déjà dès l'origine. Clairement, dans le mot même de bureau, on voit la contradiction dans la signification, et en fait la contradiction dans la vraie vie pour les managers. Parce que moi, manager, je suis obligé de faire avec aujourd'hui l'idée de la communauté appartenance au office religieux. Pardon Arnaud de revenir avec ma religion souvent, mais en fait cette idée-là, vraiment qu'il y aurait une transcendance, qu'on serait une communauté de croyances partagées, et même on parle de raison d'être Arnaud aujourd'hui, donc il faudrait carrément partager. Il y a un caractère un peu mystique dans cette raison d'être. Voilà, exactement. C'est ça. L'idée qu'on s'élève à travers l'entreprise. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire Arnaud, un peu, retombons les pieds sur terre une bonne fois pour toutes. En fait, on nous dit aussi quoi? On nous dit aussi que le bureau, c'est le lieu de la société, de l'appartenance non plus à une communauté de croyances, mais la société, c'est-à-dire on obéit à des règles du jeu, à des conventions collectives, à des lois, que sais-je. Donc Jean, en fait, vous nous dites, c'est quoi revenir au bureau, en commençant à y revenir, puisque là les salariés y reviennent par intermittence, c'est quoi? C'est vivre un moment de société ou un moment de communauté? Je dirais que c'est les deux Arnaud, et que c'est la contradiction que vivent mes clients aujourd'hui.
grosso modo, j'ai affaire à des managers qui me disent quoi? Ils me disent, Jean, nous on a un grand problème, c'est qu'on est obligé de faire revenir les gens sur le lieu de travail, post-Covid et compagnie, même si la Covid elle reprend un petit peu, Arnaud, ça c'est un autre sujet, mais on est obligé de faire revenir les gens sur le lieu de travail et en même temps, on le fait de manière, j'allais dire, très normative. On leur dit, il faut revenir là où ils attendraient de vivre quelque chose de puissant de l'ordre de la communauté, en fait. Et c'est ça qui les perturbe à nos managers. C'est plutôt ce qu'ils recherchent, d'ailleurs, les salariés. C'est l'idée de la communauté, de se retrouver. Clairement. De partager quelque chose. Clairement. Aujourd'hui, en fait, on a 2 études assez sérieuses qui ont été faites les 2 mois qui précèdent notre tournage, Arnaud. Bien, Steelcase, France Stratégie disent un peu la même chose. Quand même, on a affaire à deux grands pontes et sérieux. Ils nous disent, en fait, les salariés, ils cherchent de l'appartenance. Ils cherchent, en fait, de la liberté de choix, de choisir quand ils veulent travailler et où est-ce qu'ils veulent travailler. Et puis, en fait, ils mettent un peu la sécurité et le confort en dernière ligne. Là où la Covid, Arnaud, elle nous avait mis évidemment sur la sécurité, l'ergonomie tout juste, mais en tout cas beaucoup de sécurité. Donc en fait, on revient comme avec une gueule de bois, Arnaud, en fait, ni plus ni moins, je me lâche puisque je suis avec vous. Et en fait, on s'aperçoit qu'on revient sur le lieu du travail, mais il n'y a pas ce que les salariés attendent, à savoir vivre une expérience collective. Ça veut dire qu'on n'est pas en plein confort au bureau, puisque c'est un peu ce que vous nous dites en filigrane, et que ça décalerait, ça jetterait aux oubliettes la fameuse QVT, la fameuse qualité de vie au travail. Mais ouais, c'est ça, Arnaud. C'est incroyable. Pourtant, on en parle énormément. Ben oui, ça fait des mois qu'on nous a dit quoi? On nous a dit, en fait, il faut être au bureau comme à la maison. Erreur. Erreur, justement, parce que à la maison, je ne vis pas ces 2 plans que sont la société d'un côté et la communauté de l'autre, en fait. Et là où on a parlé beaucoup de qualité de vie au travail en disant, il faut faire un environnement cocooning, il faut prendre soin de salariés, mettre des baby-foot, que sais-je, sur le lieu de travail. En fait, ce que veulent les gens, c'est d'être productifs et concentrés. En fait, c'est aussi bête que ça, ils veulent être performants, Arnaud. Et en fait, on ne sait plus comment faire avec des gens qui viennent sur le lieu de travail et qui ont envie, évidemment, d'être concentrés et d'être seuls dans leur bulle quand il faut, et ont envie de vivre des temps, en fait, solides, communautaires, d'intelligence collective. Dans l'ordre d'apparition, il y a des choses intéressantes. Quand on voit ce que attendent les salariés, vous évoquiez tout à l'heure l'appartenance, le besoin de maîtrise, le besoin d'être productif, le besoin de confort, le besoin de sécurité. Alors c'est intéressant parce que confort et sécurité arrivent en dernière position. Paradoxal, ça aussi. C'est complètement paradoxal post-Covid. En fait, c'est comme si on avait une résurgence, un renouvellement de ce dont on a vraiment besoin. Et moi, je suis frappé de voir qu'en 3e position, comme vous venez de le dire, il y a la productivité. Arnaud, laissez-moi faire vraiment 30 secondes de théorie sur la productivité. C'est votre chronique. La productivité, c'est quoi ? En sciences économiques, si je caricature, mais même en philosophie de l'économie, on parle d'input et d'output. Mot grossier pour dire en gros, l'output, c'est ce que je délivre, c'est ce que je fais, c'est ce que je crée là où le moment où je crée mon livrable, comme on dit souvent. Et puis, les inputs, c'est, vous savez Arnaud que moi je suis fan des abeilles, c'est la pollinisation. C'est-à-dire ce moment où en fait je ne suis pas seulement en train de délivrer, mais que je rencontre Arnaud, que je rencontre des gens autour de moi, que je rencontre mes collègues en fait. Je me mets en réseau. Exactement, c'est exactement ça, je me mets en réseau. Et en fait, ce dont ont besoin les salariés lorsqu'ils reviennent sur le lieu de travail, c'est de trouver l'input autant que l'output. Parce qu'ils nous disent quoi? L'output, je suis bien à la maison, Arnaud. Et là, je peux délivrer. Ouais, là, je peux délivrer. Quand j'ai pas trop de mômes à la maison, Arnaud aussi. Et quand j'ai pas les enfants en bas âge à la maison, là, je peux délivrer, je peux être concentré. Sauf quand je vais revenir au travail, c'est l'input. C'est-à-dire, c'est la mise en réseau des intelligences qui compte. Et ça, c'est un grand ramdam dans le monde de l'immobilier d'entreprise et du mobilier d'entreprise. Vous voulez nous parler d'un concept alors, qui est méconnu, le travail vivant de qualité. Alors ça, c'est très intéressant. Racontez-nous, parce que là, on revient à la philosophie. Ouais, merci, carrément. Le travail vivant de qualité, c'est, si je caricature, c'est un peu l'opposant de la QVT. Vous savez, la qualité de vie au travail, l'idée qu'il faudrait avoir un environnement complètement ergonomique qui nous prend en charge, qui nous met bien, dans le bien-être, etc. En fait, nous, en philosophe du travail, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est la productivité, Arnaud, le vilain mot de productivité. Et la productivité, c'est quoi ? C'est le travail vivant de qualité. À la QVT, il faut remplacer la TVQ. Et le travail vivant de qualité, c'est le moment où je me réunis avec mes collègues, avec Arnaud, avec Michel, avec Juliette, etc. Et qu'en fait, là, on parle de ce qui fait obstacle à notre performance. Là, tous ensemble, on se met autour de la table et on dit, voilà,
quels sont les obstacles majeurs à la réalisation de la performance. Là, on est productif, Arnaud. Yves Clos, hein, Yves Clos, le maintenant, parce qu'il concepteur, oui, clairement. Voilà, il faudrait Faut lui le rendre hommage. Le travail est de grande qualité, donc il inverse le concept. On est C'est plus en Yves QVT. Clos, à ma connaissance, c'est Yves Clos le premier qui effectivement parle de travail vivant de qualité, la TVQ. Alors c'est quoi finalement le lien, pour terminer, avec les environnements de travail? Parce que c'est conceptuel aussi, c'est quand à la fois on a le besoin de se retrouver face à soi-même, Ouais. on a un profond besoin de vivre en société aussi. Oui, le changement radical, il va s'opérer comme un changement de philosophie. On va voir apparaître, à mon avis, un changement de philosophie dans le monde du mobilier d'entreprise Oui. et de l'immobilier. Ça bouge déjà. Ça bouge déjà beaucoup. En fait, on était sur la conception d'un espace comme espace neutre où on met des trucs dedans. Là, on va être comme espace scénique. On est sur une scène où il faut qu'il se joue des pièces, différentes pièces et différentes façons de rentrer en relation. Il va falloir penser l'espace comme une exosomatisation. Ça aussi, Arnaud, un petit concept. Exosomatiser, c'est sortir de son corps les organes de son corps. Quand on dessine sur des vitres, c'est pas juste pour faire kitschouille en bobo que sais-je. C'est en fait qu'on est en train de mettre à l'extérieur de nous les pensées qui sont à l'intérieur de nous. Et plus on sera attentif Les à ça, dessins sur les vitres, c'est quand il y a de la buée, on fait des dessins. ouais, ou quand on peut carrément écrire sur les grandes vitres, en fait, avec des feutres qui vont bien. En fait, tous ces petits gadgets qu'on avait vus comme des gadgets jusqu'à présent vont devenir de véritables instruments de productivité. Voilà, c'est ça mon message. C'est qu'il va falloir qu'on renouvelle notre façon de voir les espaces. D'un mot, parce que ça vous concerne directement, le travail mené par vos équipes, parce que sur ce sujet-là, vous êtes à la pointe. Oui, carrément. On est consulté et nous, comme les autres, on essaye en fait de mettre au point un environnement capacitant, un environnement qui rende vraiment les gens intelligents. C'est-à-dire, vous savez Arnaud, l'intelligence intelligare, ça veut dire mettre en lien. C'est quand même génial. Mais avec quand même, ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans un débat philosophique, c'est pas par l'esprit, mais il faut quand même le ramener, vous l'évoquiez, avec les espaces, les mobiliers de bureau. Ah, mais carrément. Si c'est pas adapté à cette pensée, ça collera pas. Oui, nous. Qu'est-ce qu'on doit créer là concrètement ? Concrètement, on doit repenser nos chaises, nos bureaux, nos tables. On doit faire des tables qui rendent vraiment intelligents les gens, qui les font passer des débats stériles au vrai dialogue. Alors, c'est-à-dire quoi ? Des tables plus larges, des tables un peu de ferme où on se met tous autour Ce sera carrément des tables où on inscrit à même la table des dispositifs qui nous font penser et nous désautomatiser. Donc, on a créé des tables où en fait c'est carrément le plateau qui se tourne en fait, une table de donc coopération. on le propose à l'autre. On le propose à l'autre nos pensées, parce qu'on sait aussi qu'on pense encore mieux avec, j'avais envie de dire, notre corps qu'avec notre tête seule. Donc c'est pouvoir exprimer le plus vite possible avec une sorte de spontanéité et puis l'offrir à l'autre pour bâtir un concept ou. Un autre exemple tout bête, on va repenser les assises. On va créer, vous savez Arnaud, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle en RH en ce moment encore. Hein. Mais en fait, on crée des bancs dos à dos qui nous mettent dos à dos, vous et moi, pendant qu'on se parle. Comme Catherine Sellac dans son émission. Exactement. C'était une émission où on pouvait accoucher comme ça de choses. Exactement. Ah ben ça, on va le proposer dans une nouvelle version, bien entendu, mais on va le proposer pour que les gens vivent vraiment des expériences différentes de productivité, d'intelligence collective. Merci. Et vous nous parlerez peut-être la prochaine fois de philo-design, parce que c'est en fait ce lien entre le bâti, le concret, l'objet et la manière dont on travaille. Merci Jean-Baptiste, philosophe, consultant associé chez Noetic Biz, et merci de nous avoir éclairé, parce que ce sont les transformations dans lesquelles on est là en ce moment même. On fait une courte pause et on s'intéresse aux hauts potentiels. Qu'est-ce que c'est donc les hauts potentiels en entreprise ? Est-ce qu'on peut les considérer comme des surdoués ? Comment on les détecte ? Qu'est-ce qu'ils apportent à l'entreprise ? Comment on peut les faire grandir ? Parce qu'ils ont un haut potentiel, il faut pouvoir évidemment l'exploiter du mieux possible. On fait le point avec mes invités pour parler des HPI. C'est juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien pour parler des hauts potentiels. Alors, hauts potentiels en milieu professionnel, parce que c'est l'entreprise qui nous intéresse. Donc, on va en parler évidemment dans la vraie vie, la vie sociale, et à l'école aussi, parce que ça démarre dès l'école. Parfois, ils ne sont pas détectés. Parfois, on ne sait pas que ce sont des hauts potentiels, un peu turbulents, un peu tête en l'air, un peu différents. Et on passe à côté de quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. On en parle avec trois invités qui sont sur ce plateau. Mélodie Ardouin, ravie de vous accueillir. Vous portez un U, votre nom, vous. C'est ça, il y a un U.
presque pareil. Fondatrice du podcast Les Atypiques du cerveau, cofondatrice du collectif des réseaux de diversité cognitive au travail. On en parlera avec vous à la fois de ce podcast et puis de ceux que vous rencontrez. Vous allez peut-être nous les définir, ces hauts potentiels. C'est important de donner une définition. Fanny Nussbaum est avec nous. Merci de revenir sur ce plateau. Docteur en psychologie, chercheur en neurosciences à l'Université Lyon 1 et présidente du Centre Spirène. Vous faites beaucoup de choses d'ailleurs dans ce Centre Spirène, je suis allé voir votre site. Des bilans notamment, mais pas que ça, un accompagnement aussi. Beaucoup de livres, vous écrivez beaucoup, Les secrets des performants chez Odile Jacob, et puis Les philo-cognitifs, ils n'aiment que penser et penser autrement, toujours, édition Odile Jacob, sortie en 2019. Merci d'être là. Et puis Lydie Demouchy est avec nous. Bonjour Lydie. Bonjour. Formatrice et coach, fondatrice de LD Conseil et consultante en RH. Et si j'ai parlé des élèves et des étudiants, c'était parce que vous souhaitez en parler dans la détection, la manière dont on accueille, ou pas d'ailleurs, ces fameux hauts potentiels. D'abord, votre définition, parce que c'est important quand on parle de haut potentiel, j'ai le sentiment qu'on mélange un peu tout. Qui veut commencer? Un haut potentiel, c'est un surdoué? C'est quoi un haut potentiel? Quelle est votre définition, Mélodie? Alors, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui cohabitent, qui coexistent. Il y a plusieurs termes aussi. Fanny parle de philo-cognitif. On entend aussi parler de zèbre. On entend surdoué. Maintenant, haut potentiel intellectuel. Parce que c'est vrai que le haut potentiel en entreprise peut revêtir en plus un autre terme qui n'est pas du tout lié pour le coup à ce sujet-là. On va dire, mais Fanny pourra préciser que à partir de 132 QI qu'on a passé avec un spécialiste. Il y a deux types de tests, un test américain, le test français. Alors, il y a Wechsler en France, exact. Oui, tout à fait, qui est le test utilisé actuellement. Donc 132. Oui. Est-ce que là, tout de suite on rentre dans une voilà, ça y est, non, il y a débat parce que quand on codifie par le QI, certains disent mais ça suffit pas. Non, c'est même pas que ça suffit pas, c'est qu'il ne faut pas commencer par ça. C'est-à-dire que bon, ça c'est mon combat. Oui, mais j'ai un combat. Donc on commence pas par se dire j'ai 132, donc je suis un haut potentiel. Non, en fait, si vous voulez, le truc de base à savoir, c'est que ce test-là, il est très bien fichu, il est très utile, sauf que il y a 70% de fidélité du test. C'est-à-dire qu'entre test et retest, on peut avoir en moyenne une vingtaine de points d'écart entre eux. On peut donc passer de 132 à 102. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'à partir de ce principe-là, une fois qu'on sait ça, on ne peut plus dire qu'un philo-cognitif au potentiel zèbre, etc. Vous, c'est philo-cognitif, votre mot. C'est philo-cognitif, parce que je pense que, bon, je pourrais parler de tous les termes et de pourquoi ils ne me conviennent pas, mais j'ai choisi philo-cognitif parce que, on dit un sportif, un créatif, un philo-cognitif, ça parle du fonctionnement, ça ne dit pas il a un haut potentiel de quelque chose, on ne vous dit pas... Vous ne dites pas que quelqu'un a un haut potentiel de sport. Vous voyez, vous dites c'est un sportif. Et il est bon. Oui, mais en général, quand on dit c'est un sportif, on sait que globalement, sur le plan athlétique, il est plutôt OK. Donc, un philo-cognitif, c'est quelqu'un qui aime penser, qui a besoin de penser, qui investit massivement la pensée. Et donc, un philo-cognitif ou un surdoué au potentiel zèbre, etc., donc, c'est quelqu'un... HPI à la poubelle pour vous. Mais philo-cognitif, c'est votre définition. À la poubelle, je l'utilise aussi parce que... Mais le mien, c'est philo-cognitif. Et donc, un philo-cognitif, c'est quelqu'un, simplement, qui a de meilleures capacités de raisonnement que la plupart de ses congénères. Voilà. D'accord. Même définition? Même définition. Parce que c'est intéressant là. Oui, et moi j'ai lu le livre de Fanny Nussbaum, les philo-cognitifs, c'est un terme qui me convient, avec des caractéristiques qui sont reliées à des profils. Et Fanny distingue bien les philo-cognitifs complexes et les philo-cognitifs laminaires, qui ne sont pas les mêmes personnes, les mêmes caractéristiques. Donc les laminaires, Fanny en parlerait mieux que moi, mais voilà, ce sont des personnes qu'on a tendance à beaucoup apprécier, qui sont dans la retenue, qui gèrent relativement bien leurs émotions. Les complexes sont des personnes qui sont déjà plus dans l'extravagance, qui ne sont pas toujours appréciées, parce qu'ils partent dans des dérives. Et moi, ce qui est important pour moi dans le terme de philo-cognition, c'est que c'est tout simplement déjà la notion de pensée hors norme. Et moi, tout de suite, c'est quelque chose qui me frappe. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je vais repérer. La pensée, c'est des gens qui ne font que penser. Et qui peuvent en souffrir, d'ailleurs. Bien sûr. On peut s'enfermer dans ses pensées. Exactement. On peut tomber dingue. S'enfermer dans un mal-être. Et la philo-cognition, dans ce livre, il explique, il démontre, il conseille. Et on sort de généralité. Ça, c'est important pour moi. On va parler du portrait robot, des attitudes. Vous avez commencé à en écrire quelques-unes. Parfois, il y a une forme d'exubérance. C'est un peu les empêcheurs de tourner en rond. Et pour être honnête, parfois, dans des équipes, c'est des gens qui agacent
parce que ça va jamais droit. Il y a toujours une porte qui s'ouvre à gauche, on se dit mais c'est pas possible. Oui. On pense que ça va rouler, puis la voiture, on ouvre la portière, parce que bref. Quand même, les atypiques du cerveau, enfin on revient au cerveau, ce sont des êtres humains qui sont quoi, dotés d'un cerveau différent, enfin ils sont nés avec, c'est leur culture familiale ou c'est une naissance? Est-ce qu'on a des infos? Moi, je l'appelle les atypiques du cerveau parce que c'est vrai que je parle de la neurodiversité dans son ensemble, donc pas que le nom, quel que soit le nom qu'on donne, mais aussi des personnes qui ont un trouble de déficit de l'attention, les personnes qui sont sur le spectre autistique, les personnes qui ont un trouble 10, dyslexie, la etc. grande Donc, palette. c'est vrai que voilà, atypique du cerveau parce que tout simplement, et ça peut il y a des tas d'études, des IRM, etc., qui prouvent qu'il y a un câblage, pour le dire très simplement, un câblage différent du point de vue des neurones, de la rapidité, enfin, il y a plusieurs spécificités selon. Et ça, on peut le détecter avec une machine, on voit. Oui, ça c'est visible, donc ça a une existence, même si c'est une différence invisible. Et c'est là où je pense que tous les enjeux se jouent en entreprise, parce que comme c'est invisible, c'est pas évident de savoir. C'est une potentialité sociale ou c'est une potentialité qu'on a eue à la naissance et qui fait qu'effectivement on s'en sort pas. Enfin, je veux dire, c'est en nous et c'est comme ça et c'est dans notre cerveau. En fait, on ne sait pas bien répondre à ça. C'est compliqué, ça. Il faudrait faire toute une étude épigénétique. Exactement. Et en fait, bon, ce qu'on voit, c'est que très souvent, il y a des familles qui sont philocognitives, donc et qui se transmettent en filles, etc. Donc oui, mais on ne sait pas bien si c'est culturel ou bien sûr qu'on va certainement le développer si on a. Mais personne ne sait qu'il est au potentiel. Enfin, je veux dire, c'est forcément l'altérité qui dit à un moment donné à quelqu'un, tu serais pas parce qu'on le voit évoluer, on le voit vivre, on l'entend, on l'écoute, et on se dit tiens, il pense différemment. Comment ça se passe? Parce qu'on se dit pas en se levant un matin, tiens. J'ai vraiment l'impression que je suis un haut potentiel. Non, on se sent un petit peu différent, mais comme tout le monde se sent différent. Et oui, c'est là où c'est compliqué. On se sent différent par sa pensée. On sent qu'en général, déjà à l'école, quand on est à l'école, souvent, on va lire une consigne. Je vais vous donner l'exemple de ma fille quand elle est arrivée au CE1, parce qu'elle a sauté le CP. Donc elle arrive au CE1, puis elle n'avait pas l'habitude des consignes, etc. Et la maîtresse avait mis à l'école la consigne, c'était recopier le texte en écriture attachée. Et donc, c'était un texte en script, il fallait simplement faire passer du script à l'attaché. Ouais. Et elle avait tout attaché, en fait, parce que elle avait on m'a dit d'attacher les mots, quoi. Et elle l'a fait. Et elle l'a fait, elle a tout attaché le texte, et donc le soir... Donc votre fille, en tout cas, peut être considérée comme haut potentiel. Oui, exactement, et elle n'a pas passé le test, mais oui, elle est philocognitive, j'ai aucun doute. C'est-à-dire dans le quotidien, on voit quand même déjà chez l'enfant ces questionnements qui sont différents, des questionnements existentiels déjà très très tôt, et puis sur le rapport à la mort, sur ce sujet, enfin tous ces sujets importants en fait. On va prendre ma fille comme cobaye de l'émission. Aujourd'hui, un jour, elle me dit, il y a une année à peu près, donc là, elle a 11 ans, elle devait avoir une dizaine d'années, et puis elle me dit, maman, quand les gens te disent, moi, si j'étais toi, je ferais ça, en fait, c'est complètement débile, parce que s'ils étaient moi, ils feraient exactement comme moi, non? Vous voyez, voilà, et ça, c'est des phrases que j'entends au quotidien avec ma fille. Excusez-moi, vous voulez parler de l'école, et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, mais dans l'entreprise, comment ces personnes arrivent avec cette tournure d'esprit et de pensée, comment elles arrivent à s'intégrer ou, excusez-moi, à se désintégrer? Parce qu'en fait, c'est très compliqué d'intégrer des personnes aussi différentes, disruptives, parfois explosives. Moi, mon premier indicateur, c'est la souffrance. C'est ça, on est d'accord. C'est douloureux. C'est douloureux. Les personnes ne se sentent pas à leur place. Parfois, ce sont des personnes qui multiplient les burn-out. Parfois, ce sont des personnes j'ai vu qu'il y avait harcelées. Ouais. Parfois, ce sont des personnes qui font des dépressions. Et pour moi, le premier indicateur, c'est la souffrance. Alors, on peut souffrir de multiples raisons. Donc en fait, quand vous rencontrez quelqu'un qui est en souffrance, vous pouvez vous dire dans un diagnostic, tiens, on est peut-être face à quelqu'un dont c'est peut-être pas lié à son divorce ou à ses problèmes familiaux. C'est peut-être un haut potentiel. Pas seulement, mais quand j'entends souffrance plus, je comprends pas, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'innovation, on ne sort pas des sentiers battus, on n'est pas dans l'agilité, on ne me donne pas des chances d'anticipation, on ne me croit pas, on me prend... Je progresse pas assez vite. Exactement. Et puis moi, j'arrive pas à gérer mes
mes priorités parce que j'ai plein d'idées, mais si on m'aidait, peut-être que ça irait mieux. Et puis le management n'est pas fait pour moi. Ce manager, il n'est pas empathique. Raconté comme ça, Lydie, franchement, ça en fait un personnage qui peut être un peu agaçant dans l'entreprise. Parce que j'exacerbe. Vous voyez ce que je veux dire, vous le jouez bien. Hein. Eh bien oui, parce que je l'exacerbe. Parce que pour moi, le fait de mettre une loupe sur la personne, c'est aussi comprendre que ça peut aller très loin, la phylocognition. Et si en entreprise, on ne comprend pas le fonctionnement d'un phylocognitif... C'est très destructif, en fait. Eh bien, c'est complètement destructeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je relie les entreprises agiles et les phylocognitifs, parce que pour moi, l'agilité dans une entreprise, c'est de la phylocognition qui fait qu'on croise deux personnalités, même si c'est une entité, qu'on croise deux personnalités. Il faut l'accompagner quand même. Exactement. Et pour ça que coach. Voilà. Mélodie, vous êtes d'accord avec ce sujet-là sur l'attitude, le comportement qui peut paraître un peu troublant, presque gênant, agaçant à certains égards, et qui en même temps, s'il est bien canalisé, peut apporter énormément à une entreprise? Alors, moi, pour être directement concernée, alors il y a, évidemment, je déteste les généralités et les cases, donc ça peut dépendre évidemment des personnes. Il peut en avoir en souffrance, comme il peut en avoir aussi qui ne seront jamais au courant de leurs différences. C'est ce que je... Tout à l'heure, je l'évoquais, on ne sait pas qu'on est au potentiel. En fait, on peut le savoir que si à un moment donné, on s'est senti en décalage, et ça va dépendre aussi de l'environnement. De me sentir en décalage? Oui, ça m'est arrivé, mais en fait, je ne savais pas forcément au départ à quoi l'attribuer. Et oui, c'est très gênant, en fait. Voilà, ça s'est fait en fait un peu par hasard, d'ailleurs, avec une discussion avec un collègue qui m'a dit, mais est-ce que toi, tu ne serais pas concerné par la douance? Je ne connaissais pas le terme. La douance. Voilà, j'ai dit, je suis nulle en maths, donc non. Oui. Il y a surdouement, douance, au potentiel. Il y a plein de mots, en fait. C'est ça, il y a plein de mots. Et donc, personnellement, mon premier réflexe, en plus, j'étais en plein dans le stéréotype, j'ai dit, je suis nulle en maths, donc je ne pense pas. Et après, deuxième stéréotype, j'ai dit, à la limite, peut-être mon frère, parce qu'il y a un autre sujet sur les femmes. On n'aura probablement pas le temps d'en parler, mais il y a aussi quelque chose de très important là-dessus, qui est que, quelle que soit d'ailleurs la différence cognitive, on sait que sur la diversité cognitive, il y a en moyenne une femme qui est testée, qui est au courant de sa différence, pour 4 hommes. Parce que alors là, on rentre sur les notions justement de suradaptation, qui est un sujet aussi très important, que ce soit sur le haut potentiel intellectuel ou sur d'autres. C'est-à-dire qu'on arrive à compenser. L'entreprise, c'est ça. Quand je dis que parfois on ne se rend pas compte, c'est-à-dire qu'on peut se suradapter sans même se rendre compte qu'on se suradapte. Un peu. On se cache, on se retient. On rentre dans les cases de l'entreprise, dans des normes, dans des codes. Voilà. Et alors, ça peut en effet parfois mener à un burn-out. On peut s'y perdre. C'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. On peut, sinon ne pas s'y perdre, en tout cas avoir un coût en énergie qui va être plus fort que d'autres. L'accompagnement, parce que c'est intéressant, l'idée que les hommes, entre guillemets, se cachent, font un peu les caméléons, et les femmes peut-être moins. Sont peut-être plus dans une forme de... C'est l'inverse en fait. Les femmes se cachent. Les femmes sont plus en adaptation. C'est pour ça même qu'on parle sur d'autres sujets d'autisme au féminin ou de troubles déficit de l'attention au féminin, non pas parce qu'il est différent par rapport au sexe, et c'est un autre débat qui avait eu lieu, qui maintenant a un peu passé sur le potentiel intellectuel, qui est de dire, c'est pas tant que ce soit différent parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme, mais parce qu'on a appris aux petites filles, par exemple, à être moins turbulentes en classe. Donc, on leur a appris à se canaliser. Et l'hyperactivité va plus être dans la rêverie ou des choses comme ça. Donc, elle se voit moins. Donc, ça se voit moins, ça dérange moins. Exactement. En tout cas, et comme ça dérange moins. Tiens, je me tourne vers vous, Fanny, parce que comme ça dérange moins, c'est un vrai sujet, puisqu'on est centré, nous, sur l'entreprise. Un manager, est-ce qu'il est formé? On a eu ce débat face à l'autisme, face à des personnes qui peuvent travailler, mais qui sont touchées par l'autisme. Est-ce qu'on est formé à cela? Est-ce que l'entreprise est prête à entendre ce qu'on se dit sur ce plateau? Est-ce que l'entreprise, elle a parfois envie qu'il n'y ait qu'une seule tête voilà, il n'y ait pas de tête qui dépasse, on avance, on fonce, et le haut potentiel, par essence, il est unique, il est original, il est dans son monde. Comment on fait? À vrai dire, je ne pense pas que ce soit au manager d'apprendre. Je crois que le phylocognitif, il faut qu'il apprenne, probablement avec des gens comme vous. Mélodie n'est pas tout à fait d'accord, mais vous allez répondre. Oui, mais en fait, je pense qui s'adapte à qui, en fait? Je crois que quand on a... bon, je pense qu'on a tous évidemment une différence ici autour de la table, et on a tous appris, on a tous pris des coups dans la figure à cause de cette différence. On a tous appris aussi à arriver à la mettre en avant, à l'imposer, à dire je viens en basket. Moi, je confirme, c'est en basket. Vous voyez, et quand on arrive à faire passer ça correctement, et sans larmoiement, et sans parler de l'anxiété,
du philo-cognitif. Alors, je pense que... Oui, parce que c'est à moitié vide, à moitié plein. Hein, mais oui, ça peut être une source de bonheur, mais aussi c'est douloureux. C'est qu'un philo-cognitif, la plupart des études montrent que les philo-cognitifs ne sont pas plus anxieux, et même si ce n'est probablement moins anxieux que la plupart de leurs congénères. Donc en fait, ce que Lydie dit, c'est très important, c'est que on les voit seulement en entreprise quand ils se mettent à faire chier, quoi. Voilà, je n'osais pas utiliser le terme, mais c'est ça, quand on les entend, quand ils commencent à faire du bruit. Exactement. C'est-à-dire, je ne suis pas soutenu, je ne suis pas écouté. Moi, j'ai une pensée... alors que c'est 9h. Exactement. Et donc là, il y a une incompatibilité avec l'entreprise. Donc, je m'autorise à reposer la question, vous êtes dans l'accompagnement et le coaching, il y a un travail que vous faites aussi. Comment on fait ? On les canalise, on leur redonne des clés, des codes, où on dit à l'entreprise, appuyez-vous sur eux, et si vous êtes malin, vous pouvez en tirer beaucoup, Mélodie. Oui. Et Lydie ensuite. Oui, alors justement, par exemple, avec le réseau de diversité cognitive au travail, on l'a créé donc, entre plusieurs personnes dans plusieurs entreprises. Ce sont des salariés qui ont créé ça dans leur entreprise pour échanger donc, sur le sujet de diversité cognitive au global, mais dont le haut potentiel intellectuel, parce qu'il y avait un manque dans certaines entreprises, un besoin qui n'était pas adressé. Mettre des mots sur des actes, quoi. En revanche, en tout cas, mon point de vue, c'est pas tant de se dire c'est à l'entreprise de s'adapter ou c'est à la personne de s'adapter, c'est une question de faire des pas des deux côtés. Et de toute façon, que ce soit le manager ou le salarié, on ne peut pas changer les personnes. En revanche, l'entreprise, sur quoi elle a la main ? Elle a la main sur l'environnement de travail. Elle a la main pour le rendre plus inclusif. Voilà, donc là-dessus, on peut travailler, on peut changer les process, les façons de faire, même les environnements au sens physique de travail. Mais demander aux personnes de se suradapter, que ce soit le manager... Dans un sens ou dans un autre. Ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Mais inclusif, excusez-moi, c'est là où le sujet devient sensible. Le mot inclusif renvoie à une forme de handicap, de difficulté, de difficulté. Et c'est là où c'est compliqué, notre sujet, parce que c'est une force, mais depuis le début de cette émission, j'ai quand même le sentiment que c'est quand même plus un fardeau. Moi, sincèrement... ma perception, c'est que c'est avant tout un travail sur son identité profonde. Et comme le dit Fanny, je suis vraiment d'accord, c'est d'abord une histoire de soi avec soi. Au-delà d'être une histoire de soi avec l'entreprise avec et soi, du voisin, etc. Donc c'est déjà une histoire de travail sur soi. C'est très psy, en fait. Hein. Oui, de son identité profonde. Oui, c'est clinique et c'est neurosciences également. Hein. Donc c'est une histoire d'identité profonde. Et moi, sincèrement, la première chose que je fais quand une personne me présente une situation, c'est déjà, je m'attache à l'écouter. À écouter peut-être si son esprit se fuse dans tous les sens, peut-être qu'elle va... C'est de revenir à ses valeurs profondes. De revenir à qui elle est, à revenir à ce qu'elle attend. Parce qu'à un moment, il y a aussi qu'est-ce que je décide pour moi et est-ce que je suis bien dans cette entreprise finalement. Je suis peut-être pas bien parce que c'est peut-être pas du tout la paire de chaussures qui me va. Parce mais que... le risque, c'est qu'ils reproduisent peut-être dans la suivante les mêmes réflexes. Et c'est pourquoi, voilà, et c'est pourquoi il faut travailler sur soi-même. Il faut régler son problème. C'est pas régler le problème, c'est mieux se connaître, capitaliser sur ses forces, capitaliser sur cette différence. Peut-être que pour les philo-cognitifs complexes, retravailler sur l'estime de soi. Vous voyez, aussi le livre de Fanny Nasbaum est aidant parce qu'il amène bien ses caractéristiques. C'est une belle publicité de son livre. Hein. Oui, non, mais on va voir la couverture, moi, il m'a ouvert une fenêtre parce que les caractéristiques des philo-cognitifs complexes et des philo-cognitifs laminaires permettent aussi de tout de suite détecter déjà quelles caractéristiques et quel champ. Et mais ça permet de coacher autrement. D'un mot, dans la vie sociale, dans les dîners en ville et dans votre vie sociale, vous les détectez ? Vous êtes capable de le faire, ça ? Quand on est comme ça dans une discussion, vous dites « Oh, il y a quelque chose ?» Il y a des signes. Bien sûr. Intuitivement, oui. Ouais, par les mots, par les... Fanny, c'est un fardeau ou pas ? Parce qu'on tourne un peu autour du sujet. Vous me disiez non. Et en même temps, l'entreprise se dit comment je dois gérer ces personnalités un peu atypiques. Je vais vous dire ce que je pense vraiment, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise, on la fait se prendre la tête sur des sujets qui n'en sont pas. Et qu'on est là, et alors et comment il faut faire avec les femmes blanches qui portent des couettes, et les hommes qui... On communautarise de plus en plus. Et en fait, voilà, plus on se pose cette question de l'inclusion, et moins on inclut finalement.
je crois que c'est à nous c'est pour ça que je ramène à la personne, à l'individu. Oui. C'est à nous de faire le boulot d'être soi, d'être authentique, de se faire accepter quelque part. Et donc, quand on est philo-cognitif, encore une fois, comme quand on est sportif, comme quand on est créatif, etc., il faut se connaître soi-même, savoir comment on fonctionne. Un sportif, il sait que... Jusqu'où il doit aller, jusqu'où il... Donc, il y a quand même un rapport au social et au collectif. Il faut quand même savoir Et donc, où on est. Un philo-complexe, il aura plus de mal. Il aura plus de mal dans un environnement, dans une entreprise traditionnelle. Exactement, très traditionnelle. Donc, le laminaire, lui, il va s'intégrer super bien dans une entreprise comme ça. Donc, le philo-complexe, peut-être qu'il faudra davantage qu'il trouve un boulot où il est indépendant, ou alors où on lui donne une responsabilité un peu de satellite. Enfin, Donc, si je prends le problème à l'envers, quand on prend des typologies de métiers de gens qui ont choisi l'indépendance, on peut se dire que peut-être, pas tous évidemment, mais peut-être ce sont des philo-complexes parce que c'est des personnes qui ont eu ce besoin de trouver leur liberté. Oui. C'est très intéressant. Mélodie? Je pense que ce qui est aussi une idée intéressante, c'est, parce que là on parle beaucoup de la personne au final, mais moi si je me place en tant qu'entreprise... Oui, de l'entreprise et de la personne. Exactement. Comment elle se marie. Du point de vue de l'entreprise, ce qui est intéressant aussi, c'est que prendre en compte, alors évidemment les gens peuvent prendre sur eux, mais dans une certaine mesure quand on est câblé différemment, de toute façon... câblé, c'est vraiment le mot. Voilà, on peut pas travailler sur tout là-dessus. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça adresse, et là on en parle, le sujet de la qualité de vie au travail, la QVT. Ça, c'est un premier point. Mais il y a un autre sujet qui intéresse de plus en plus les entreprises et qui fait que maintenant, on parle de ces sujets de neurodiversité en entreprise, c'est la question de la performance. Parce qu'on sait que de toute façon, quand on emmène plus de diversité autour d'une table, on va emmener plus de performance. Il y a de nombreuses études sur le sujet. Et donc, quand on amène des gens qui sont câblés différemment, qui pensent différemment, évidemment, ça va amener différentes solutions. Après, la question, c'est est-ce que l'entreprise en tant que telle est prête à revoir ses normes, ses codes, ses façons de faire pour accueillir ces personnes. C'est bien ce que j'évoquais. Être capable de les accueillir, mais véritablement de s'ouvrir. C'est pas uniquement de dire on a mis un ou deux hauts potentiels, c'est de les écouter et d'être capable d'échanger sur le sujet, parce que c'est pas facile à gérer. C'est une démarche. Lydie, Fanny. Merci Lydie. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en fait les philo-cognitifs à l'entreprise? En effet, ils peuvent apporter un regard qui est complètement différent. Ils peuvent apporter une forme de sagesse, parce que même un philo-complexe qui va paraître comme ça un peu azimuté, il a vraiment une vision décalée. Donc on va chercher le décalage chez un philo-complexe, on va chercher chez un philo-laminaire. Un savant mélange en fait. Voilà, chez lui on va chercher une pensée qui est beaucoup plus qui va être beaucoup plus dans les clous et qui va nous emmener vers quelque chose de beaucoup plus solide. Donc aller chercher le philo-cognitif pour là où il est le meilleur en fait, donc sa pensée, son raisonnement. Et en ressources humaines, on parle de démarche synectique. La démarche synectique, c'est la situation telle que nous la présentons, philo-cognition, HP, dans une entreprise. Alors, c'est peut-être une problématique, c'est peut-être, je ne sais pas moi, un objectif. Tout le monde se met autour de la table, un manager, un directeur, un philo-cognitif. À condition qu'ils aient été détectés, je m'autorise. Voilà, évidemment. Parce que ce n'est pas une catégorie médicale. Non, mais c'est là où c'est compliqué, ça n'existe pas. Voilà. C'est pas une maladie. Donc, mais en tous les cas, ça peut devenir une démarche synectique, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait d'inhabituel? Qu'est-ce qu'on décide de mettre en place d'inhabituel? De sortir des stéréotypes. Qu'est-ce qu'on accepte d'entendre venu du haut potentiel? Parce qu'il vous décale le haut potentiel. Parfois, il vous secoue quand même. Je disais tout à l'heure un exemple. Moi, j'ai accompagné une jeune femme. Sa principale problématique, c'est qu'elle n'arrivait pas à arriver, elle ne parvenait pas à arriver au bureau avant 11h et qu'elle partait à des... Et elle disait, mais pourquoi on m'impose des horaires? C'est bête, c'est très bête. Mais j'ai envie de vous dire, c'est malheureusement, se disait Fanny, des règles sociales, bien sûr. Qui font que... Alors, qu'est-ce qu'on lui répond en général à cette jeune femme? On lui répond, si tout le monde faisait comme toi, ça ne pourrait pas fonctionner. Exactement, et dans comme à l'école. Elle répond, mais sauf que personne ne fait comme moi. Statistiquement, la plupart des gens ne le feront pas comme moi, donc ça n'arrivera pas. Et ça ne modifie pas la performance. Vous arrivez à 11h, vous aussi, Mélodie, ou pas? C'est un exemple. Non, mais je ne sais pas, parce que j'ai Mélodie qui regarde. J'ai envie de poser la question. Je suis beaucoup plus efficace en soirée ou tard le soir. Mais c'est vrai que, par exemple... Et si on vous bride en disant... Ce qui se passe avec le télétravail et ce qui permet aussi... Je sais que moi, en tout cas, dans mon réseau, avec tous les échanges que j'ai pu avoir, il y a des personnes qui ont
moins mal ou plutôt bien selon comment on se place vécu cette période, parce que ça a permis aussi de se réapproprier, pour reprendre cet exemple-là, le temps de travail, le moment où on travaille, etc. Donc c'est pour ça que ça pose vraiment les questions des process et des fonctionnements. Et des cadres qu'on impose. Je connais des cas de personnes avec un manager qui a accepté, qui lui a dit écoute, moi, tant que ton travail est fait le matin, sur des tableaux Excel, etc., ça n'avait pas d'impact. Tant que c'était délivré, il a laissé faire. Et il s'est rendu compte, il m'a dit, elle est 3 ou 4 fois plus performante comme ça. Donc finalement, en essayant, il y a rien perdu, il y a tout gagné. De la souplesse, de l'agilité et de l'adaptabilité à l'égard des personnes différentes. Et que les phylocognitifs n'arrive pas en plaignant. Voilà. C'est pas un plaignant qui va voir son manager et qui lui dit c'est pas juste important. Parce que c'est j'arrive et je te propose une solution. Je peux pas arriver à l'heure, je suis comme ça, je suis désolée. Mais je te le dis. Pas en larmoyant. Et je t'assure que je peux apporter ça et ça et ça et ça. Et il faut aussi que les phylocognitifs acceptent d'être des commerciaux d'eux-mêmes. J'en suis désolé, mais de performance. J'en suis désolé, mais le débat est terminé. On a un petit peu débordé, mais c'est tellement passionnant et on a envie de continuer parce que finalement, c'est un début de sujet en fait. On est au début de quelque chose. Hebdomadaire. Et on va faire un hebdomadaire sur les phylocognitifs. On aura trouvé notre mot. Merci Fanny Nussbaum, docteur en psychologie, chercheur en neurosciences, psyrène, et que je ne veux pas oublier, les phylocognitifs, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. Ils n'aiment que penser et penser autrement. Audition Odile Jacob 2019. Merci à Mélodie Ardouin, podcast. Ça fait drôle de citer son nom de famille. Fondatrice de podcast. On entend moins le U. Le U, absolument. Les atypiques du cerveau, c'est votre podcast. Et cofondatrice, vous l'avez évoqué sur ce plateau, du collectif des réseaux de diversité cognitive au travail. C'est un plaisir de vous accueillir. Et puis merci à Lydie Demouchi, formatrice, coach, fondatrice de LD Conseil et spécialiste consultante en RH. Merci à vous trois, mesdames, de nous avoir éclairés. On termine par fenêtre sur l'emploi. On parle de recrutement, de pénurie de main-d'œuvre. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle de la pénurie de talents. Et si ce problème de pénurie passait par le management de transition? Voilà une question à laquelle on va répondre avec Guillaume Dupont. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes fondateur du cabinet de management de transition Louis Dupont. Et j'ai une tradition, je demande souvent, mais d'où vient ce nom, Louis Dupont? Alors, spontanément, je me suis dit que c'était votre père qui avait créé cette belle entreprise. Vous m'avez dit, pas du tout. Non, c'est la contraction de nos deux noms de famille, parce que c'est une société que j'ai créée, cofondé avec Jean-Marc Louis. Donc c'est le Louis de Louis Dupont et le Dupont de Guillaume Dupont. Donc là, vous nous prouvez que vous êtes vraiment associés, la main dans Absolument. la main, dans cette entreprise créée il y a 2 ans. Alors vous venez du monde de la finance. Oui. Vous avez choisi de basculer dans cette société. Pourquoi ce choix? Parce que la finance, c'est un secteur très porteur. J'ai démarré dans la finance, puis j'ai évolué dans la chasse de tête. Ensuite, dans le conseil sur des enjeux liés au capital humain. Puis dans le management de transition, et à un moment, il nous semblait important d'avoir une empreinte et une façon d'aborder les choses qui nous ressemblait. Et c'est ainsi qu'on a décidé de créer cette entreprise avec Jean-Marc Louis. J'allais vous appeler Louis. Guillaume, très concrètement, le management de transition, c'est quoi? C'est une entreprise à une galère dans un secteur donné, ça peut être la tech, ça peut être la RH, ça peut être la communication. Votre boulot, c'est de lui dire dans quoi? 48 heures, tu as quelqu'un. Alors, si je devais le résumer un petit peu en plaisantant, on est des urgentistes prévoyants. Clairement. Et donc, notre métier, c'est de développer un réseau de femmes et d'hommes expérimentés en capacité de répondre aux problématiques de l'entreprise à un instant T. Alors, c'est typiquement des missions relais, c'est de l'intérim à haut niveau, mais également des contextes de transformation sur des missions de renfort de compétences, et également du restructuring, quand il y a une nécessité de faire un pivot d'un business model. Alors, ce qui est assez passionnant dans votre métier, c'est toutes les coulisses et l'amont, parce qu'une fois que vous avez trouvé la perle rare, elle part 6 mois, 1 an parfois, elle fait ce qu'elle a à faire, mais comment ça marche en coulisses? Comment vous faites? Alors, vous venez de la chasse, oui. Donc vous aviez déjà des profils, j'imagine. On constitue un fichier, comment on fait? Alors, c'est un métier, c'est un travail au quotidien de développer ce réseau. On anticipe la chaîne d'exécution, on va rencontrer des candidats chaque jour. Chaque partenaire du cabinet va rencontrer un certain nombre de candidats chaque semaine sur des métiers ou des secteurs d'activité. Et effectivement, c'est d'animer ce pool. Et je considère ce métier un petit peu comme l'open talent economy, c'est-à-dire il y a un écosystème. Ces managers de transition
sont des indépendants qui ont décidé d'intervenir en mode projet sur des situations. Quand même, vous avez une vue sur le marché et sur les tensions. C'est quoi aujourd'hui les demandes de vos clients? Parce que c'est quoi? C'est de la tech? C'est quoi les urgences là? Alors, les urgences, on intervient à des niveaux, je dirais, assez stratégiques. Top manager? Top management, c'est fonction de direction générale, comité de direction N-1, N-2, avec une approche très opérationnelle. Donc, on intervient sur des enjeux de management, sur des situations de transformation et de gestion de crise. Les sujets sur lesquels il y a de la pénurie, c'est parfois sur des métiers très opérationnels. Je cite la logistique, la supply chain, mais également sur les métiers de l'informatique. Clairement. Où là, il y a effectivement une grosse pénurie sur des profils très techniques, plus juniors, mais il faut aussi pouvoir encadrer et gérer ces projets. Mais à la fois, c'est de la chasse parce qu'il faut faire de la détection, mais ensuite, c'est quand même un travail de recrutement de RH et puis de go-between, parce qu'entre votre client et parfois celui que vous allez chercher, le salaire, ça colle pas, les avantages sont pas là, ça se négocie tout ça quand même. Alors tout se négocie, puis je vais même rajouter un autre élément, c'est l'accompagnement pendant la mission. On fait appel à nous à un moment décisif, très compliqué pour l'entreprise, souvent un peu trop tard. On fait appel à nous au dernier moment. Ouais, parfois, et donc, le feu a pris, on a des pompiers qui arrivent, il faut l'éteindre. Et donc, notre sujet, c'est d'accompagner ces missions tout au long, donc déterminer les objectifs, les sécuriser, construire une trajectoire de mission. Ça devient la feuille de route du manager de transition et l'élément de référence pour le client. Ouais, c'est le roadbook, quoi. Exactement, c'est le roadbook. Dans vos répartitions de clients, on a vu la tech. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, par la situation économique, par ce qu'on ressent, est-ce que le restructuring, les transformations deviennent de plus en plus importantes? Alors, le restructuring, il y en a, mais finalement, ça a été quand même un petit peu calme, grâce aussi sans doute aux impacts liés à l'État, PGE notamment. Les sujets sur lesquels on est très présent, c'est dans les secteurs de l'industrie, les services, le retail, la distribution, où là, effectivement, il y a des changements de business model, notamment après Covid, où les entreprises ont complètement évolué leur façon d'opérer, la digitalisation notamment sur les magasins du retail. Comment vous expliquez que le management de transition cartonne? Parce que ça existe depuis un certain temps, c'est pas tout récent le management. Mais là, on a l'impression d'une poussée. C'est-à-dire qu'il y a l'idée comme ça on ne se lie pas comme ça à vie avec un collaborateur, il vient pour sa mission et il part. C'est presque une prestation, quoi. Oui, alors c'est exactement ça. C'est-à-dire que, et je pense que ça s'est accéléré avec la crise sanitaire. Rapport à l'entreprise. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de professionnels abordent leur carrière en mode projet. J'interviens sur un sujet. Clairement. Je ne suis plus dans une logique de carrière où je vais intervenir dans une entreprise dans laquelle je vais évoluer échelon après échelon, mais j'interviens sur un sujet. Hop, il est terminé, je passe sur une autre entreprise. Où je me repose, excusez-moi, où je me repose. Ça peut être une possibilité. Où je lève le pied un peu. Oui. Et puis je repars un peu. Alors là, le mot mercenaire vous choque, mais il y a un petit côté, j'ai une mission, je cartonne, je suis à fond. Et puis après, voilà, je passe sur autre chose, où je regarde la moyenne d'âge de vos 4. Alors nous, c'est genre plus de 50 ans. Oui, c'est plutôt 53 ans, c'est plus de 20 ans d'expérience. Mais si on regarde les chiffres aujourd'hui, alors le management de transition, c'est la pointe de l'épée, mais il y a également le freelancing. Aujourd'hui, on a 2 millions de freelancing en France, et on estime, donc on inclut dedans le management de transition, et on estime que d'ici 2026, il devrait y avoir un tiers des travailleurs qui auraient des contrats freelance. Donc c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder le travail, le monde de l'entreprise. Et je pense qu'en tout cas, c'est d'ailleurs un bon moyen pour les RH et pour les organisations d'intégrer des talents, parce qu'il y a une pénurie aussi en ce moment. Merci, c'est un sujet très intéressant, le rapport au travail. On continue à travailler, mais plus dans le cadre d'un rapport de subordination. On travaille différemment, ça me semble évident. Merci Guillaume Dupont, au nom éponyme de votre société, Loï Dupont, en tout cas éponyme pour Dupont, cabinet de management de transition dans lequel d'ailleurs vous intégrez, c'est intéressant, le freelancing. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous qui nous regardez régulièrement. Merci à toute l'équipe, merci à Raphaël pour la réalisation, merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer, bien sûr, et merci à Lily. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités. Bye bye.